On va pouvoir commencer pour cette première session sur la coopération. Donc on a choisi de faire parler des orateurs à propos des protocoles de coopération parce qu'on est en plein dedans depuis quelques années, là, enfin même plutôt quelques mois, au niveau des délégations de tâches. Donc on va voir trois types de spécialités en cardio qui sont aujourd'hui déléguées ou bientôt qui vont l'être pour la dernière aux infirmiers. Voilà, donc on accueille notre premier orateur qui est Sophia de la Salpêtrière. Pardon, de la Riboisière, Sophia Guibert. Alors, bonjour à tous, je suis Sophia Guibert, infirmière de protocole de coopération insuffisance cardiaque à l'hôpital La Riboisière dans le 10e arrondissement, à la PHP du coup. Et donc, je vais vous parler de ce protocole. Bien sûr, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Et ce protocole est parti de constats à la Riboisière et puis à la PHP du coup. Donc plusieurs constats, donc une augmentation constante des patients insuffisants cardiaques, 6,5% sur un an, des réhospitalisations répétées, des engorgements des urgences, des difficultés d'organisation de parcours de soins, ville, hôpital et ville, des insuffisances de titration et plein d'autres raisons. À cela ont émergé des idées. Donc, favoriser le lien avec les acteurs de ville, projeter les compétences de l'hôpital vers le domicile et puis transférer les compétences aux paramédicaux. Alors, cela a été permis au niveau de l'hôpital vers le domicile via le programme ETAPE, donc expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé. C'est une expérimentation de 4 ans qui concerne 5 pathologies dont l'insuffisance cardiaque et c'est ce qui a permis donc, le déploiement de la télémédecine ou télésurveillance. Le transfert des compétences aux IDE a été rendu possible par l'article 51, par acte de délégation, et la mise en place du protocole de coopération insuffisance cardiaque, donc de télésurveillance, consultation de titration et consultation non programmée, avec ou sans télémédecine, des patients traités pour insuffisance cardiaque par un infirmier. Une réponse, parmi beaucoup, mais une réponse à la PHP, la création de la C6, cellule d'expertise et de coordination du patient insuffisant cardiaque sévère, où nous, les infirmiers et infirmières, sommes appelés donc IPC-IC, donc infirmières de protocole de coopération insuffisance cardiaque, ou alors ISPIC, les spécialisés dans l'insuffisance cardiaque. Alors, cela fonctionne par acte de délégation, donc des actes médicaux spécifiques à une IDE spécifiquement formée à l'IC. Donc, création d'une coopération par acte de dérogation selon des algorithmes prédéfinis dans le protocole. Les cardiologues sont les délégants, les infirmières les délégués, et cela permet une prise en charge commune et partagée. C'est un fonctionnement modulaire dans cette cellule de l'ordre de 6 modules. Et bien sûr, cela nécessite une formation spécifique et une adhésion au protocole auprès de l'ARS. Pour brièvement vous rappeler la formation infirmière que j'ai pu valider en 2019, donc premièrement valider un diplôme interuniversitaire de l'insuffisance cardiaque, option paramède, permettant aussi l'attestation des 40 heures de TP. Le protocole de coopération à l'insuffisance cardiaque, bien sûr, qui s'est déroulé en 2 parties. Donc, la formation théorique d'une semaine, où on a pu revoir donc, la physiopathologie, les électrocardiogrammes, les traitements médicaux, etc. Et une formation pratique qui s'est faite donc, à l'hôpital. Il fallait valider 100 consultations, donc 20 réalisées en observation, 50 en binôme et 30 en supervision avec le délégant. À la PHP, actuellement, il existe 8 C6, donc 8 sites répartis sur 5 DMU, donc départements médicaux universitaires, dont moi je fais partie, c'est celui du Nord, Bichat-la-Riboisière. Actuellement, nous avons en file active 613 patients sur les 8 sites et nous avons pu voir depuis le début 1300 patients. L'équipe de la Riboisière.
C'est une équipe pluridisciplinaire composée donc, de 3 cardiologues, donc le professeur Lojard, le cardiologue coordonnateur de lycée, le docteur Florence Beauvais, le docteur Ketfi Chahinez, une infirmière, donc moi-même, e-speak coordinatrice, et bien sûr une solution connectée. Il s'agit de BeWise Optified. Une organisation, mettre en place. Donc en interne, une fois par semaine, on se fait des staffs C6 avec les médecins. Donc pour parler de l'organisation, pour parler des difficultés, des nouveaux patients, des fins de suivi aussi. Toutes les quinzaines, nous faisons des staffs médicaux donc pour parler des dossiers. Chaque mois, nous faisons des réunions chefs de projet, donc avec Armelle Duchesne, pour parler de l'avancement. Et tous les 3 mois, donc bien sûr avec notre solution, la réunion BeWise, des réunions BeWise. En interne, avec la communauté du protocole, nous faisons tous les 2 mois des cafés speak, donc c'est plus des échanges avec les paramèdes. Tous les 3 mois, des réunions COPIL. Alors COPIL, c'est les comités de projet de l'article 51, donc avec la direction, etc. Et nous essayons aussi de nous déployer donc, dans un premier temps à l'hôpital, donc avec les rencontres des équipes, les gériatres, la médecine interne et possiblement les aval-urgences, on espère, par la suite. Et aussi en ville, donc avec des réunions CPTS, 10e et 18e arrondissement nous concernant, des webinars, et puis encore plus de villes à venir. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une C6? Donc, le suivi patient, le patient sort d'hospitalisation, il répond à plusieurs critères. Donc là, nous sommes à J0. C'est un programme qui dure 6 mois. Donc, à J0, inclusion du patient, où je lui reparle du programme, je identifie les médecins, les professionnels de santé, où je me mets en lien avec eux, des fiches de fragilité gériatrique, la fiche SEGA, je remets la balance et on fait une première éducation thérapeutique ensemble. Ensuite se passe le suivi, donc de 0 à 6 mois. Et puis à la fin des 6 mois, un rendez-vous de fin de programme où nous refaisons une consultation avec une bio de ville, retour de la balance, on réévalue l'éducation thérapeutique si besoin et des rendez-vous de santé à mettre à jour. Ce suivi de 0 à 6 mois, où je mets en place 4 modules de l'éducation thérapeutique. Donc ça se fait principalement le premier mois, le plus tôt possible. De la télésurveillance avec des gestions d'alerte. De l'orientation s'il y a fragilité gériatrique repérée. De la coordination avec les acteurs de santé de ville. De la titration pour certains, selon des algorithmes, et ça se fait dans les moins de 2 mois. Et des décompensations cardiaques s'il y a des alertes et des consultations d'urgence si nécessaire. Pour vous parler plus concrètement, je vais vous parler d'un cas clinique. Donc, c'est Monsieur K, 76 ans, CMD à coronaire saine, découverte en 2019, avec pour antécédent 2 décompensations cardiaques, une en septembre et une en octobre, sur rupture de traitement. Donc, ce monsieur, en décembre, il se refait réhospitaliser, et c'est donc là, nous l'incluons à la C6. 3 mois après, je vois qu'il prend du poids. Donc, je le revois en consultation d'urgence où j'injecte donc du Lasix, puis il s'améliore. 1 mois après, de nouveau réaugmentation de poids et des signes, donc de nouveau injection de Lasix. Et puis pendant 5 mois, tout va bien et au mois de mai, il voit son cardio, tout va très bien. Puis en septembre 2021, de nouveau consultation d'urgence. Pour biologie perturbée, ce monsieur fait de l'insuffisance rénale aiguë. On passe d'un DFG de 50 à 20. Et donc on le revoit plusieurs fois. Ou le mois d'après, amélioration de la bio et on réintroduit les traitements de l'insuffisance cardiaque. Et puis après, le mois d'après, il revoit son cardio et puis au final, fin de programme. Donc, pour conclure, ce patient va bien et prend tous ses traitements. Nous avons pu, surtout qu'il y avait des antécédents de rupture de traitement, nous avons pu éviter 3 hospitalisations. Et on voit bien qu'il y a une amélioration nette de l'observance et de l'autonomie dans la gestion de sa maladie. Et alors, en conclusion pour ce topo, donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie faite de phases de stabilisation et de décompensation cardiaque, mais que la mise en place de la C6 permet
un suivi rapproché spécialisé de l'insuffisance cardiaque sévère, une optimisation du parcours de soins, une autonomisation des patients qui deviennent acteurs de leur santé. Et on a de très bons retours patients, si bien qu'il ne faut pas oublier que notre motivation quotidienne, c'est leur amélioration. Merci à tous. Merci Sophia pour ce très bon topo, très clair. On voit que vous avez une organisation qui est quand même bien huilée, je pense à pas mal de centres. Donc je pense qu'il va y avoir des questions. Alors j'en ai une, juste pour commencer. Dis-moi. Au niveau de... Bon, toi tu as le protocole de coopération. Oui. Par rapport à une IPA, qu'est-ce qu'une IPA peut faire ou ne pas faire par rapport à toi? Alors, l'IPA et nous, par rapport au protocole de coopération, disons que c'est des pratiques totalement différentes. Je m'attendais à cette question. C'est des pratiques totalement différentes, mais à la fois très complémentaires. En fait, il faut prendre un petit peu l'exemple d'un puzzle. Si vous voulez, toutes les pièces s'assemblent, et puis au final, elles ont toutes un rôle très différent. Et l'IPA, par exemple, donc c'est un master de 2 ans. Elle travaille en autonomie et plus dans une globalité de patients, pas que spécifique à l'insuffisance cardiaque. Elles suivent des protocoles d'organisation et nous, c'est de la coopération. Les IPA suivent des patients sur le reste de la vie, alors que nous, c'est un programme qui n'est pas fait pour durer, c'est un programme de 6 mois, et où nous gérons la phase d'instabilité. Le patient sort d'hospitalisation, il est encore instable, dans ce sens-là. Les IPA, je crois qu'elles voient un patient tous les 3 mois, si je ne me trompe pas, mais elles vous répondront mieux que moi. Il y en a dans la salle. Il y en a dans la salle. Bonjour, j'ai une question concernant les consultations de titration. Oui. J'aimerais savoir comment sont rémunérées ces consultations et à quel taux, parce que le modèle économique n'est pas évident. Alors, si vous voulez, dans ce protocole, il y a 2 financements. Donc, il y a le financement de la sévérité du patient, donc instable, sévère ou très sévère. Et puis ensuite, il y a aussi le financement avec le programme de télésurveillance étape. Donc, en fait, la titration est comprise dans ce programme-là. Donc, il n'y a pas à chaque titration, nous avons un financement. On peut en faire 5 comme on peut en faire 1, ça sera financé. D'accord. Donc, à chaque consultation de titration, il n'y a pas une rémunération, il n'y a pas une CS qui est cotée. Non. D'accord. Un forfait. Ok, ça marche. Merci. De rien. Oui, dans le même ordre d'idée, quand vous convoquez un patient pour une consultation programmée, oui. non programmée, pardon. Non programmée, d'accord. Est-ce que vous êtes en droit, en capacité d'établir un bon de transport et est-ce qu'il est pris en charge par la Sécu? Oui, totalement. Je fais des bons de taxi et des bons d'ambulance. Des taxis conventionnés, bien sûr. Moi, je voulais vous poser la question, quand vous convoquez le malade, quand il y a une déstabilisation, que vous injectez le Lasix, vous le faites de vous-même ou c'est une prescription médicale? C'est de moi-même. C'est selon des algorithmes. Nous intervenons selon des algorithmes prédéfinis, donc notamment en cas de décompensation cardiaque. Le médecin est avisé, bien sûr, le cardiologue, mais selon mes algorithmes, je peux prescrire jusqu'à un certain point. Et donc, je peux faire du Lasix aussi. C'est inscrit dans votre protocole? Oui, oui, oui. Tout est cadré et réglé. Non, c'est certain. Oui, j'ai juste une question. Est-ce que votre pratique est couplée, par exemple, aux patients suivis pour la resynchronisation ou pas? Ou est-ce qu'il y a une autre équipe qui s'occupe de la télécardio, des normalement, prothèses? dans ce protocole, je vous ai parlé de 4 modules, alors qu'il y en a 6. Les 2 derniers modules, c'est le module de l'hospitalisation à domicile qui est en train de se mettre en place. Et le 6e module, c'est le suivi de la télérythmo. Simplement, nous, dans notre hôpital, on ne fait pas de télérythmo. Donc, je sais que ça peut être couplé parce que je vois des collègues qui le font, mais moi, je ne suis pas en mesure de le faire vu qu'on n'en fait pas. Merci. Voilà.
Donc, on voit bien qu'on avance très vite, puisqu'on a commencé avec la télésurveillance, le protocole de coopération qui est arrivé derrière, et puis là, on va sur un article 51 avec votre programme CSX. Et donc, on va vraiment vers une coopération et une coordination du parcours patient. La question, c'est comment on communique auprès des acteurs extérieurs à l'hôpital, les médecins traitants notamment, parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux acteurs, les ISPIC, les IPA qui arrivent, et ça fait beaucoup parler. Et au milieu, on a un patient qui a affaire à beaucoup de personnes différentes. Et comment vous gérez ça? Il y a deux questions. Comment on fait? Alors nous, dès l'inclusion, je refais un recensement de tous les soignants, comme je vous avais dit, qui entourent le patient, et des courriers, une lettre réexpliquant ce programme et indiquant que le patient est suivi avec nous est envoyé. Dans un deuxième temps, dès que je fais un compte-rendu, donc compte rendu durant les 6 mois, ou même compte rendu de fin, c'est directement envoyé aussi aux correspondants, à chaque fois. Après, bien sûr, parfois, il nous arrive aussi de communiquer par mail. C'est déjà arrivé. J'ai une dernière question. Oui. Tu es toute seule au poste? Donc, comment ça se passe quand tu n'es pas là? C'est peut-être le cas de beaucoup de personnes aussi. Disons les choses. Hein. Alors, quand je ne suis pas là ou qu'il est amené que, par exemple, je suis en vacances, disons que le numéro de la cellule est toujours transféré. Donc, il y a toujours quelqu'un au bout du fil, est transféré dans un autre service où là, il y a des collègues qui puissent répondre. Si elles voient que ça peut attendre mon retour, elles me transmettent le mot. Ou à l'inverse, si là, il y a urgence et que le patient ne va pas bien, elles informent tout de suite les médecins, les cardiologues avec lesquels je travaille. Ensuite, notre boîte mail aussi reste active parce que les médecins ont la main dessus, de la même façon pour la gestion des alertes sur notre plateforme. Et sur la plateforme, donc, les médecins gèrent les alertes, mais dans les faits, faut dire les choses, les médecins regardent peu les alertes. Donc, il m'est même arrivé, durant mes vacances, de ramener mon petit PC, de me connecter de temps en temps, alors cette fois-ci pas tous les jours, mais de temps en temps, et de voir qu'au final, il y avait une alerte et d'envoyer un petit message à mes médecins. Et donc, voilà. T'es condamné à partir où t'as de la Wi-Fi, quoi. Où il y a du réseau. C'est un peu ça aussi. Mais j'espère avoir une deuxième collègue rapidement. Alors, merci beaucoup, Sophia. Il va falloir qu'on passe au topo suivant. Encore bravo, parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Donc, on enchaîne avec Florent, voilà, de Reims, qui va nous parler du protocole de coopération sur l'échographie. Bonjour à tous. Je m'appelle Florent, je suis manip au CHU de Reims. Et du coup, je tenais déjà à remercier le comité scientifique de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'un protocole de coopération institutionnelle qui est de déléguer la tâche de l'échocardiographie aux paramédicaux. Pour commencer, je tiens à déclarer que je n'ai aucun lien et conflit d'intérêts. Donc, un petit point sur l'histoire. Donc, ça fait déjà à peu près 40 ans que ça existe dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que des paramètres, notamment des infirmiers ou des techniciens, ont la tâche de réaliser des échocardiographies dans les centres hospitaliers ou les structures de soins. C'est arrivé en France aux alentours des années 2004-2005 au CHU de Bordeaux, dans un cadre expérimental régional. Il aura fallu attendre quelques années pour instituer un cadre réglementaire et ça sera aux alentours de mars 2021 qu'il y a un arrêté qui a été établi justement pour déléguer la réalisation d'échocardiographie par les infirmières diplômées d'État sous réserve de compte rendu définitif par le médecin. Donc vous allez me dire pourquoi vous vous retrouvez face à un manip qui vous parle d'un protocole de coopération délégué aux infirmiers. Tout simplement, lorsque les centres sont volontaires et quand il y a des paramètres qui sont volontaires, en fait, tout est possible. Et du coup, on arrive à écrire et à monter en fait, des dossiers institutionnels. Donc l'expérience rémoise, comment s'est-elle déroulée? Donc elle a commencé, du moins elle a été initiée en 2019 suite aux entretiens annuels. On a pointé 2 personnes volontaires, donc ma collègue Mélanie, infirmière diplômée d'État, et moi, manip radio. Donc pour Mélanie, c'était assez simple, elle fait partie du protocole national. Pour moi, il a fallu tout écrire et ça a pris un peu plus de temps.
Donc bien sûr, c'était un projet qui a été encadré par le professeur Nazerola et puis 2 autres cardiologues. Bien évidemment, en 2019, pandémie Covid-19, on stoppe tout, la France s'arrête de vivre et du coup, il aura fallu attendre 2 ans, donc en 2021, pour que le projet reprenne, mais malheureusement un peu trop rapidement à mon goût. Donc pourquoi ce projet? Comme un peu partout, en fait, il y a une volonté institutionnelle, une volonté médicale à justement déléguer des compétences à des paramédicaux. Pourquoi? Tout simplement 2 axes. Répondre en fait à une demande d'échographie qui ne cesse d'augmenter, que ça soit institutionnel, donc avec les consultations interservices chez nous, ou d'un point de vue extérieur, avec les consultations externes. Le 2e axe est également de libérer du temps médical, qui est un temps précieux pour certains examens plus spécifiques, notamment je pense à l'ETO, à l'écho d'effort, à l'écho d'obus, et dans un secteur qui m'est cher, qui est la cardio-interventionnelle et le structurel, notamment avec le déploiement de tout ce qui est clip, mitraclip, triclip, FOP et FAG, où l'intervention d'un cardiologue échographiste est essentielle pour la bonne réalisation de ces examens. Donc, une petite parenthèse sur le timing projet. Donc, je vous ai dit, ça s'est fait rapidement sur l'année cheval 2021-2022. En parallèle, formation des 2 paramédicaux et rédaction et présentation du projet aux autorités de santé et aux institutions. Pour normalement une mise en place effective, courant octobre de cette année. Malheureusement, on a dû faire face à une exode de paramédicaux. Du coup, il a fallu remplacer dans d'autres secteurs. Notre salle d'échographie aujourd'hui pour les écothèques, elle n'est toujours pas montée. On attend encore notre échographe. Bref, c'est les petits aléas de la fonction publique. En pratique, la formation, comment s'est-elle passée? Parce que je suis là pour vous parler de ça. 2 axes. Un côté théorique, un côté pratique. Côté théorique, alors il faut vraiment s'accrocher. C'est 50 modules. C'est le niveau 1 du diplôme d'échographie. C'est 50 modules via une base Internet à apprendre par cœur pour un examen type QCM en fin d'année. On a pu bénéficier quand même de 3 journées en visioconf avec des cardiologues sur des sujets vraiment charnières de l'écho cardiaque niveau 1 et une journée sur simulateur à la fac de Nancy avec des tips and tricks. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous a permis d'échanger entre écothèques, internes et médecins. Et d'un point de vue pratique, toujours en parallèle, donc il a fallu le faire aussi avec nos autres secteurs d'activité. Comme vous l'aurez compris, je travaille en cardio-interventionnel et ma collègue en rééducation. Donc du coup, des demi-journées organisées pour réaliser au bas mot 120 examens. Donc au tout début, c'est tout simple, c'est du compagnonnage. Limite, le cardiologue nous prend la main, nous montre comment faire une échographie, du moins les coupes standards, et petit à petit, il va nous laisser jusqu'à pouvoir réaliser en fait des échos en double aveugle, c'est-à-dire à la fin des créneaux, alors malheureusement d'1 heure pour le patient, avec une demi-heure la réalisation de l'échographie par le technicien, un quart d'heure dédié pour le médecin pour reprendre l'échographie qui a été faite, mais selon ses mesures et sa réalisation, et du coup un quart d'heure restant pour pouvoir échanger avec le médecin cardiologue des résultats obtenus entre ces 2 examens et pouvoir établir un compte-rendu définitif. Donc pour l'instant, on est plus dans cette étape-là aujourd'hui. Donc en pratique, à terme, il faudra 2 cardiologues délégants, 2 paramètres délégués. Je vous ai dit, il y a une recrudescence des demandes, donc du coup, il faut que ces demandes soient centralisées, et merci aux secrétaires de le faire via les logiciels informatiques. Nos cardiologues doivent également trier les demandes, parce que comme je vous ai dit, en fait, ce n'est pas toutes les demandes d'échographie qui sont envoyées aux écothèques, on va dire que c'est les échographies simples, donc bilan pré-hyperchimio, suivi de certaines insuffisances cardiaques, d'hypertension, des bilans d'euro. Bien évidemment, le patient est informé au cours de son parcours, hein, il n'est pas informé à la dernière minute, il n'arrive pas devant le fait. Donc on recueille également son consentement éclairé. Et une condition qui est hyper importante, c'est l'examen standardisé, je vous en parlerai juste après. Et ce qui est aussi compliqué à mettre en place, c'est la disponibilité au même moment du cardiologue délégant et du paramètre délégué, surtout quand l'un et l'autre travaillent sur différents secteurs. Donc, on n'y serait pas arrivé s'il n'y aurait pas eu un investissement collectif, donc l'investissement médical, bien évidemment, parce qu'il faut qu'ils acceptent de donner de leur temps, d'être en retard sur leur consultation d'ETT, de reprendre les bases avec des paramètres. On remercie également tous nos collègues qui ont dû supporter le manque d'effectifs dans certains secteurs pour nous permettre de nous former à ce projet de service. Et heureusement pour nous, on a été 2 à le faire en même temps avec ma collègue, et du coup on a pu, s'épauler, s'aider, s'entraider dans les moments les plus difficiles. Donc l'examen standardisé, la condition sine qua non, parce qu'en fait en échographie, il y a une variable d'environ 15, 20, 30% entre 2 opérateurs. Et donc du coup, il est important de réaliser des coupes selon certains critères de réussite d'incidence. Donc pour juste vous donner quelques images, donc on commence toujours en décubitus dorsal, coupe sous-costale pour évaluation d'un
potentiel épanchement, évaluation de la veine cave inférieure pour tout ce qui est estimation des pressions droites, ensuite décubitus latéral gauche pour tout ce qui est coupe parasternale grand axe avec étude de la morphologie et de la géométrie du ventricule gauche de l'oreillette et de la racine aortique. On continue avec les parasternales petit axe pour tout ce qui est trouble de la cinétique segmentaire, appréciation de l'anatomie de la valve mitrale aortique et pulmonaire. On continue avec les coupes apicales 4, 2 et 3 cavités pour tout ce qui est études structurelles et valvulaires. Bien évidemment, en parallèle, on acquiert des données de type Doppler, donc Doppler tissulaire continu et pulsé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon il me faudrait tout le congrès pour vous en parler. Entre guillemets, on va prendre tous les marqueurs nécessaires pour mettre en évidence un trouble valvulaire type sténose, calcification, fuite, insuffisance, trouble diastolique, trouble systolique, trouble des pressions de remplissage, anomalie de la fonction droite. Ça fait vraiment beaucoup de données déjà à prendre et deux à retranscrire sur un compte rendu. Le rapport d'échographie, qui est généré automatiquement par les mesures qu'on fait, va être stocké sur un réseau d'archivage, type PAX. On va également créer une fiche résumée que le cardiologue lira dès qu'il sera disponible. On va également alimenter en fonction de l'indication, des comptes rendus types avec les mesures qu'on aura recueillies. Et tout l'ensemble de ces documents, donc les boucles échographiques d'au moins 5 cycles plus toutes ces valeurs, seront archivées et du coup revisualisables, retraitables par le cardiologue en fin de journée ou en fin de vacation si on travaille en demi-journée. Donc bien évidemment, vous aurez compris énormément de difficultés rencontrées parce que dès l'instant qu'on n'est pas totalement libéré de nos actes primaires et qu'on se forme en parallèle, c'est compliqué de se dégager du temps. Du coup, ça demande beaucoup d'investissement personnel, notamment pour les connaissances médicales, parce que c'est pas évident d'apprendre en 7 mois ce qu'on demande aux médecins d'acquérir en 7 ans. Bien évidemment, le stress de l'examen, parce qu'il y a une obligation de résultat. On se doit redevable de quelque chose à l'institution et surtout aux médecins et à l'équipe qui nous ont aidés, compagnonnés. Et bien sûr, un gros problème des grosses difficultés d'organisation pour organiser ces demi-journées de formation. Et je ne vous cache pas qu'on connaît tous des patients qui sont obèses, peu mobilisables, et faire des échographies sur des patients comme ça, on se remet très très souvent en question, et heureusement que les médecins et notre équipe paramédicale est là pour nous soutenir. Les plus de cette formation, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs, c'est l'acquisition de nouvelles compétences, la valorisation de la place du paramédical, avoir une vision plus globale des pathologies cardiaques, de pouvoir, entre guillemets, évoluer de faire évoluer sa carrière professionnelle, et en ce qui me concerne, de pouvoir travailler en cardio-interventionnel, en cardiopédiatrie, en rythmo, et faire de l'échographie. C'est vrai que mes semaines sont assez chargées. Pour conclure, on est là aujourd'hui pour parler de ça, mais les délégations de compétences, c'est hyper important, parce que ça permet de mettre en avant la place du paramédical dans la prise en charge du patient et en parcours soins du patient. Et du coup, je vous invite, si vous avez encore des doutes, à aller de l'avant, à solliciter votre corps médical, votre encadrement, parce qu'aujourd'hui, pour augmenter l'attractivité de la fonction publique, on a accès à ce genre de délégation de compétences. Certes, c'est fatigant, certes, c'est éreintant, c'est stressant, mais ça en vaut la peine. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Florent. Voilà encore un protocole de coopération qui est national. Hein, donc, pour les infirmiers national, mais en ce qui concerne... Voilà, en ce qui te concerne, comme ça n'était pas encadré par le protocole national, il a fallu faire un protocole local. Qui est exactement. Ouais. Voilà, donc l'avantage du protocole national pour les infirmiers, c'est qu'il est retranscrit, il est faisable chez vous de façon assez facile en allant sur des marches simplifiées, en déclarant, en respectant les différentes étapes, comme c'est le cas pour l'insuffisance cardiaque. Exactement, et du coup ça permet une certaine mobilité si un jour en fait on a un peu marre d'une organisation d'un centre, de partir ailleurs et de pouvoir justement mettre à profit la formation qu'on a reçue dans un autre centre. Ça ne sera pas mon cas malheureusement. Aujourd'hui je me sens encore bien où est-ce que je suis, mais c'est vrai que du coup dès l'instant que je quitterai ce centre, je ne pourrai plus mettre en application ce que j'ai appris. Donc j'ai vu que tu l'avais marqué sur ta diapo, mais tu ne l'as pas abordé, le point qui fâche. Sur ces protocoles de co, effectivement, c'est pas bien revalorisé d'un point de vue financier par rapport à l'investissement. Mais pas du tout, parce que c'est compliqué les protocoles de coopération, mais pour créer un poste, par exemple, des co-techniciens, il faut justifier 60 000 € par an à l'institution.
C'est à peu près le prix que ça coûte un paramètre aujourd'hui en fonction publique. Et bon, je suis loin de les gagner. Et le truc, c'est que nous, il faut qu'on ait une rentabilité. Donc, ça sera une salle qui sera ouverte de 8h à 18h, 9h par jour, un patient tous les 3/4 d'heure. Donc, dans notre tête, la rentabilité, elle est vite faite. L'échographie, elle est vite rentabilisée. Et nous, en fait, le retour sur investissement, et encore, il faut qu'on en fasse la demande, il est de 80 € net. Par contre, le TT fait par un infirmier est coté pareil que c'est par exact. un médecin. Ouais, alors après, je sais que chaque centre a ses habitudes de cotation, mais nous, du coup, en fait, les médecins, ce qu'ils faisaient, c'est que pour diminuer le temps d'attente, il y avait une consultation qui était faite en même temps que l'échographie. Donc moi, je suis technicien d'échographie, donc la consultation, on la met de côté. Mais une échographie, elle est cotée de la même manière, parce que c'est un acte d'imagerie, et du coup, je crois que ça doit être 90 € à peu près, à quelques centimes près. Hein, mais... Oui, donc c'est 80 € net pour le protocole de coopération que vous ne pouvez pas additionner avec d'autres protocoles de coopération si vous faites. Exactement, si on est multicasquette, et donc par rapport à l'investissement personnel, aux responsabilités, c'est vrai qu'on peut se poser un peu des questions. Exactement. Voilà. Mais bon, on ne travaille pas dans la fonction publique pour l'argent, tout le monde le sait. Alors des questions ? Bonjour. Quand vous dites sous réserve de compte rendu définitif par le médecin, donc vous faites le compte rendu et il vient revérifier tout le travail que vous avez fait ? Alors, à terme, parce que là, comme je l'ai expliqué, on a pris un peu de retard pour des questions d'organisation interne. À terme, toutes les coupes qui sont faites, toutes les acquisitions sont faites, toutes les données mesurées sont intégrées à des comptes rendus type qu'on rend de manière manuscrite. Le cardiologue, en fonction des données qu'on aura relevé par rapport à ce qu'il aura relu sur l'échographie, s'il juge que c'est nécessaire, il va juste mettre son nom à la fin et puis basta, avec une conclusion éventuelle. Mais en fait, voilà, quand je dis compte rendu définitif, c'est que lui, il va prendre le temps, 10 minutes. Hein, moi, ce que je fais en 40 minutes, il le fait en 5. Hein. Donc, du coup, il va très rapidement valider ou non les choses. Mais grosso modo, là, avec le recul que j'ai, ça fait maintenant 1 an, il reprend très rarement la sonde. C'est vraiment, voilà, les patients sont très, très rarement revus à la suite. Ils sont plutôt très, très satisfaits de notre travail. Et, alors du coup, la petite anecdote, pareil, parce qu'on parle de ça, mais par exemple, le DU d'écho, il y a eu les notes à la fin, donc on était avec les internes, et c'est pas pour vanter le mérite des paramètres, mais moi et ma collègue, on était 2e et 3e au classement. Mais en général, sur la plupart des DU, les paramètres s'en sortent mieux. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils se mettent beaucoup de pression. Mais du coup, je pense qu'on est plus scolaire et on a peur de mal faire, de ne pas réussir. Et du coup, ça se répercute sur toutes nos pratiques, notamment l'échographie. Donc, le plus souvent, par rapport à un jeune interne ou un jeune médecin, nos mesures sont quasiment identiques. Merci. J'ai une toute dernière question. Donc, vous informez les patients en amont. Est-ce qu'il y a des patients qui refusent des fois ? Ça fait par un infirmier ? Alors, ça peut. Après, du coup, la secrétaire essaye de broder un petit peu, voire il y a l'aide un peu du cardiologue. Mais entre guillemets, c'est une façon, on arrive à le justifier en disant, si vous voulez vraiment une échographie par le cardiologue, ça peut repousser le rendez-vous de quelques semaines, voire quelques mois. Et du coup, on arrive à arrondir les angles comme ça. Et voilà. Très bien. Eh bien, merci. On va devoir conclure. Donc on accueille maintenant Jimmy Guibert qui vient du centre hospitalier du Mans et qui va nous expliquer la mise en place de leur protocole de coopération locale pour la pose des rivilles par un infirmier. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai quelques liens d'intérêt avec Medtronic et Abbott, notamment pour de la formation. Tout d'abord, je tenais à redéfinir un petit peu la délégation. Donc, elle se définit comme un acte par lequel on va déléguer, on attribue, on transmet pour un objet déterminé. Et puis, la notion de tâche, parce qu'on parle de délégation de tâche, elle se définit comme un travail qu'on doit exécuter, une notion de besogne, d'ouvrage, d'accomplir sa tâche, s'acquitter d'une tâche. Donc, pourquoi déléguer ? On délègue dans un contexte, vous le connaissez également, de pénurie médicale. Ça, c'était en 2017. Plus de 50% des cardiologues avaient plus de 55 ans. Donc on arrive à rencontrer également ces difficultés dans vos centres. Si on regarde, par exemple, dans ma région, les Pays de la Loire, on se rend compte que la densité nationale des cardiologues pour 100 000 habitants, elle est de 10,7 cardiologues pour 100 000 habitants. Et quand on regarde dans ma région,
le département de Nantes, la Loire-Atlantique, a quasiment la densité nationale. Et puis la Sarthe, en haut à droite, on est à 5,3, donc 2 fois moins de densité médicale. On est un petit peu ce qu'on appelle des déserts médicaux. Le temps médical devient donc précieux, rare. On a des procédures en salle qui sont de plus en plus chronophages, plus nombreuses, plus techniques. On a vu que déléguer, c'était un acte, un souhait ministériel et des hautes autorités depuis de nombreuses années maintenant. Le collègue juste avant l'a montré. Et le but aussi de la délégation, c'est d'exercer avant tout dans un cadre légal. Il y a beaucoup de collègues, quand on discute en France avec ces collègues, qui font des actes déjà de manière illégale. Et le but, c'est vraiment de mettre un cadre pour travailler en sécurité. Donc je ne vais pas revenir sur l'historique qui a été abordé par le collègue juste avant. Moi, j'ai trouvé le rapport du professeur Berland dès 2002 sur la délégation. Ensuite, il y a eu plusieurs travaux sur le terrain, 2004, 2005, avec des expérimentations, des choses qui marchent, hein, notamment l'ophtalmo, les orthoptistes, hein, donc des choses qui marchent vraiment sur le terrain aujourd'hui. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est en 2009, hein, l'inscription de l'article 51 pour notamment les protocoles de coopération, qui ont été modifiés par différents textes de loi. Vous voyez, c'est constamment modifié. Ça fait 20 ans qu'on travaille à la coopération aussi au niveau des hautes instances. Et puis, la loi Ségur de 2021. Et je vous invite à aller, donc l'apparition des protocoles locaux en 2021 également, et je vous invite à aller regarder sur le net le rapport de l'IGAS de 2021 qui pointait en fait notamment des planifications dans le temps par rapport pour mettre en place et améliorer les protocoles de coopération. Donc il y a toute une planification qui est déjà validée. Donc une évaluation avait été faite en 2018 de l'HAS pour regarder un petit peu qui était délégué au niveau des paramédicaux, et on se rend compte que 71% des cas, c'était des infirmiers. Donc la profession infirmière est vraiment la profession la plus représentée aujourd'hui. Ensuite, il y avait les orthoptistes et puis les manipulateurs radio. Et les actes qui étaient délégués étaient essentiellement des actes dits complexes, de type consultation, et puis quelques actes techniques minoritaires à 43%. Donc, pour faire le point un petit peu, avant 2021, il y avait les protocoles nationaux, et puis il y avait ce qu'on appelle les protocoles régionaux. Les protocoles régionaux, donc les nationaux étaient validés par l'HAS et suivis par l'HAS, et les régionaux par les ARS. En 2021, tout ça a été, il y a eu une refonte du système, et les protocoles régionaux sont devenus nationaux, et sont apparus les protocoles de coopération locaux. Donc ça, je vais accélérer un petit peu, parce que c'est les protocoles de coopération nationaux que vous pouvez retrouver sur le site de santé.gouv. Il y a toute la liste des protocoles qui sont validés actuellement. Et puis les nouveautés pour le format national en 2021, c'était notamment la création d'un comité national pour gérer vraiment la gestion des protocoles nationaux. Et puis, au niveau national, il y avait ce qu'ils appelaient des appels à manifestation d'intérêt. Donc vous pouvez aller aussi consulter sur le site santé.gouv de temps en temps. Vous pouvez trouver un appel à manifestation d'intérêt qui pourrait vous intéresser dans votre pratique. Et vous pouvez vous inscrire et développer et construire un protocole national si vous êtes intéressé par le challenge. Au niveau de la PHP, on voit qu'au fil des années, ça s'est arrêté en 2019, mais on voit qu'au fil des années, le nombre d'équipes inscrites dans des protocoles et le nombre de protocoles validés va continuer d'augmenter. Donc je n'ai pas les chiffres plus récents, mais je pense que la courbe n'a pas continué de grimper. Les protocoles aujourd'hui validés au niveau national en cardiologie, vous les connaissez. Il y a les contrôles de dispositifs des prothèses implantables pour la télémédecine. Il y a également la délégation, mon collègue en a parlé juste avant, pour l'échographie cardiaque. Il y a également la télésurveillance, les consultations de titration, consultations non programmées, ça c'est tout ce qui va être lié, on l'a vu juste avant, à l'insuffisance cardiaque. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les protocoles de coopération locaux. Donc, le protocole de coopération locale, pour votre information, va donner plein pouvoir au directeur de l'établissement. Il n'y a plus besoin d'attendre une validation de l'ARS, c'est le directeur de l'établissement et donc de son GHT également qui va pouvoir mettre en place le protocole dans son établissement. Donc ça, c'est la vraie nouveauté. Quelques exemples de protocoles locaux validés aujourd'hui en France, donc il y en a très peu. Il y en a, le collègue avant l'a montré pour l'échographie, mais il y en a vraiment aujourd'hui très peu de validés en France. Et donc nous arrivons avec le souhait de mettre en place un protocole de coopération pour
l'implantation des haltères implantables. Donc nous travaillons également avec l'équipe de l'HEGP, du professeur Marijon, et également avec les infirmiers de l'HEGP, notamment Julien Beau qui est présent dans la salle. Pour ceux qui ne connaissent pas, les moniteurs cardiaques implantables ressemblent à ceci. Donc pour l'instant, il y a 3 marques, Medtronic, Abbott et Biotronic. Et puis il y a le 4e, Boston, qui arrive avec le marquage CE normalement pour la mise en place l'année prochaine. Donc on est passé de moniteurs qui étaient implantés par une incision chirurgicale à des moniteurs qui maintenant sont injectés sous la peau. Donc c'est plus du tout non plus la même pose des appareils. On a regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs quand on a voulu créer ce protocole et des nurses un petit peu dans le monde entier avaient déjà travaillé sur ces sujets, notamment les Britanniques avec en Angleterre des études publiées qui ont montré que les procédures où les infirmières implantaient les prothèses étaient aussi sûres pour les patients et qu'il n'y avait pas de dommages plus élevés pour les patients. Donc ces études, vous pouvez les consulter en ligne. Ensuite, il y a eu également des Irlandais qui ont également fait des collègues irlandaises qui ont également fait ce même travail d'implanter des prothèses avec des bras implantés par des médecins, des bras implantés par des paramédicaux, et ils sont arrivés aux mêmes conclusions que c'était pas plus long au niveau de l'implantation et c'était aussi safe pour les patients. Plus récemment, il y a eu une étude également en Nouvelle-Zélande qui a montré également les mêmes résultats. Et puis c'était intéressant parce qu'il montrait également le temps de procédure autour de 10 minutes et le fait que les patients restaient très très peu longtemps en consultation. Donc c'était intéressant aussi de voir leur pratique. Les Anglais ont également publié des recommandations en fait, par leur société experte. Donc ils peuvent aujourd'hui implanter des prothèses aussi bien par les infirmiers ou par les médecins. Et c'est des recommandations qui sont communes, médicales et paramédicales. Un petit bug de zappette. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Oui, donc ce projet, c'est vraiment un projet d'équipe. Au début, ça part d'un besoin entre cardiologues et infirmiers de salle de rythmo. Se greffent très vite les neurologues, les cadres supérieurs de santé. Et là, c'est la joie, vous le disiez, de travailler dans un hôpital qui n'est pas un CHU, donc j'imagine ce que ça peut être en CHU. S'y ajoutent les directeurs des soins infirmiers, les coordinateurs des soins infirmiers. Il faut passer à la direction des affaires financières, à la commission des soins, commission médicale, commission d'hygiène, commission des usagers. Il faut arriver à la fin au directeur général. Normalement, le protocole local, quand on lit au début, c'est censé vraiment améliorer et être très rapide à mettre en place. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Donc on a travaillé, l'étape d'après, c'était la rédaction de la maquette. Donc c'est exactement les mêmes maquettes que pour le national. Donc il faut compléter les maquettes. Et à chaque fois, vous avez, vous voyez, une case à droite qui sont des annexes à créer pour préciser un petit peu ce que vous avez rentré dans les lignes de définition du protocole. Donc on a rempli notre protocole de coopération et on a créé à chaque fois des annexes pour préciser nos dires. Donc on a créé plein d'annexes, des protocoles, l'organisation du parcours du patient. On a également créé, par exemple, à quel moment on pouvait avoir recours aux délégants. Donc si on a un problème, une douleur par exemple, il faut créer des biefs pour pouvoir faire venir le délégant qui doit venir dans notre protocole en moins de 10 minutes. Donc ça l'oblige à être pas très loin de notre pratique. Voilà, donc ensuite il y a plein de consentements, de fiches d'ordonnance type. On a créé également des comptes rendus via CardioReport pour pouvoir mettre dans le dossier patient informatisé. Et puis il faut dans ces comptes rendus préciser par exemple la détection de l'onde R, marquer en fait les bons facteurs de l'implantation. On a réeffectué un protocole interne au CH. On a créé des tableaux Excel pour pouvoir effectuer des suivis d'implantation, pour pouvoir transmettre à des registres ensuite nationaux, pour pouvoir aussi déclarer en cas de souci à l'ARS toute difficulté. Et puis des ordonnances ont également été créées pour les patients. Donc vous voyez, le protocole local, rapidement, lui, il doit être rédigé par une équipe, c'est la priorité. Ensuite, il y a normalement sur le papier de l'ARS l'avis de la CME et l'avis de la commission des soins.
le directeur valide et ensuite il transmet à l'ARS pour information, cette fois-ci c'est à titre informatif, et l'ARS, elle transmet à l'HAS, et ce qui est intéressant, c'est que ces transmissions par la suite, s'il y en a plusieurs remontées en même temps, ça peut conduire vers un protocole national. Donc notre circuit actuellement comme il est défini, donc le patient aurait sa demande faite par soit un neurologue dans le cadre d'une recherche de FA par exemple sur un AVC, ou par un cardiologue. Nous en fait la direction des affaires financières en septembre nous a demandé d'aller implanter les prothèses aux consultations et non dans une salle comme on avait prévu attenante au bloc opératoire, pour une raison financière, parce qu'il y a eu un déremboursement de l'acte des haltères implantables, donc la pose se fera aux consultations. Donc on va bénéficier du circuit des consultations avec les secrétaires, l'arrivée, le suivi, etc. des infirmières de consultation. Comment vont être formés les délégués? Donc il y aura une formation théorique qui sera obligatoire, faite par le délégant. Donc il y a différentes sur le dispositif, sur l'anesthésie locale, sur l'usage des produits d'anesthésie locaux, sur la fermeture, la suture. Donc là il y a différents débats. Est-ce qu'il faut faire des sutures avec les fils? Est-ce qu'il faut agrafe, fil? Est-ce qu'on doit faire simplement des strips ou de la colle? Donc ça fait encore un petit peu débat. Ensuite il y a le côté pratique avec une formation à l'anesthésie locale et à la suture. Donc là, on est parti sur des pieds de porc ou des pieds de ce qu'on trouvait. Voilà. Ensuite, il y a supervision et évaluation du délégué qui doit réaliser 9 gestes. Vous voyez, c'est précis. Et puis, on est parti sur un souhait de 5 observations. Comme en fait, on a déjà vu de nombreuses implantations, on est simplement parti sur 5 observations. Et ensuite, 10 implantations en binôme avec le médecin délégant. Il faudra bien sûr dans l'année maintenir au minimum 10 implantations par an pour pouvoir prétendre à poursuivre le protocole. Donc ensuite, pour le suivi du protocole de coopération, on a dû créer des indicateurs, donc l'utilité. Il faut regarder le nombre de patients pris en charge dans la filière par rapport au nombre total d'implantations des moniteurs cardiaques implantables. Donc là, c'est ce que vous souligniez juste avant. Par exemple, les patients qui refuseront l'implantation par un infirmier. Donc oui, à la fin, il faudra faire le rapport pour voir si notre usage a du sens ou s'il faut revenir à une implantation seulement par les médecins. Ensuite, on mesure également l'efficience avec le nombre de reprises par le délégant, la sécurité avec le nombre d'événements désirables graves et les complications à un mois, et puis le taux de satisfaction avec des questionnaires qui ont été fabriqués pour remis aux patients et également des questionnaires remis aux professionnels de santé dans le protocole pour pouvoir évaluer ce protocole. Donc voici la salle qu'ils nous ont accordée récemment, donc une salle aux consultations. Il y en a de la chance, il y a une table déjà qui est présente. On a des programmateurs qui sont pas loin, donc ça pourra nous aider. Donc les prothèses seront injectées dans cette salle, là, avec la présence d'un infirmier, et si besoin d'un rythmologue, on accueillera le patient, on installera le patient sur cette table, on prendra en charge son bien-être et on préviendra sa douleur. Alors on a l'usage, nous, de casques de réalité virtuelle, par exemple. On préparera le matériel pour l'injection en solo du device. Donc le but, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez tous, quand on posait les sondes urinaires, les sondes vésicales dans les services, on avait l'habitude de se servir tout seul un petit peu en stérile. Ben là, ça sera pour nous le même principe. On veut mobiliser qu'un seul infirmier ou qu'une seule infirmière. Donc on veut réduire au maximum l'usage des paramédicaux. Donc on va s'auto-servir. Et puis ensuite, il y a toute la mise en place de la télécardiologie, l'activation du device, les tâches administratives, la cotation, la pharmacie, les traçabilités dans le cardio-report. Donc l'injection de l'implant prend 3 minutes et toute la partie administrative est très fastidieuse. En conclusion, notre souhait premier, c'est de montrer une réduction des délais d'implantation de ces prothèses. Je vous ai dit au début, on est dans un désert médical. Il y a des patients qui font aujourd'hui un AVC chez nous et qui ont la pose de l'implant parfois 9 mois après l'AVC. Donc le but pour nous, c'est de réduire au maximum ce temps d'implantation, parce qu'on sait que dans les études, c'est souvent 80 jours après l'AVC qu'on a le plus de chances de dépister la fibrillation atriale. Donc plus on le met proche, par exemple, de l'accident, et plus on donnera de chances aux patients. Également, ça va permettre une collaboration accrue entre les professionnels. Ça permettra de libérer du temps aux rythmologues, d'accroître l'intérêt professionnel infirmier. Et c'est un pas vers une avancée, vers une reconnaissance de notre profession. C'est un gain financier pour les établissements.
Voilà, et puis quelques nouveautés. Alors, vous voyez que les protocoles locaux, il y en a quelques-uns en France de validés, et constamment, leur site internet sur santé.gouv continue de s'alimenter et de se mettre en place. Et souvent, en fait, quand vous y allez, il y a même des liens en fait, qui n'existent pas, vous cliquez dessus et il n'y a rien derrière. Donc ils sont encore en train, je pense, de travailler sur le site internet pour le développer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jimmy. Une petite question. Est-ce que tu sais si en France, il y a d'autres protocoles sur le haut-terre au niveau local qui ont été déclarés aujourd'hui ? Aujourd'hui, à ma connaissance, j'en ai pas vu de déclarés. Nous, on a vraiment travaillé, on continue de travailler avec la HUGP pour le mettre en place. Normalement, la prévision, c'était janvier 2023. De notre côté. Après, là récemment, je devais présenter la semaine dernière à la commission des soins le projet. Il y a eu le plan blanc la veille d'activer dans mon établissement, donc toutes les commissions ont été annulées et reportées. Donc voilà, c'est des contraintes aussi locales compliquées, mais on espère premier semestre pouvoir le mettre en place. Mais actuellement, en France, je ne pense pas. Après, je sais qu'il y a une très très grosse attente au niveau national. On a des demandes de plein de centres pour savoir où on en est. Donc je pense que ça va arriver. Sophia, tu sais combien de temps ça a mis pour le protocole d'insuffisance cardiaque entre la déclaration locale et le passage au national? Un peu plus d'un an. D'accord. Je crois que le professeur Éloi Maréjean nous avait dit que pour le protocole télécardio, il y avait, Julien, tu pourrais peut-être en parler, mais ça avait duré quasiment plus de 4 ans quoi, pour la création du national. Donc c'est vrai que c'est des choses très très longues. Le local, ça devrait aller beaucoup plus vite sur les faits. Et en fait, on se rend compte que on est soumis aux mêmes contraintes. Enfin, moi, quand je suis arrivé avec mon cardiologue pour présenter à notre cadre, elle nous a suivis assez vite. Après, la 4 sup, ça a été un peu plus compliqué. Et puis, plus on a monté, plus ils ont voulu se rassurer. Donc, ils ont demandé à l'ARS si le protocole local existait. Donc, c'est très compliqué. Vous, peut-être à Paris, ce qu'on discutait avec Julien, vous avez des sortes de comités ou dédiés vraiment au protocole aujourd'hui au sein même des établissements. Donc, peut-être que c'est plus simple. Mais en périphérie, ça reste, en tout cas le local reste compliqué et leur fait peur parce que c'est cette fois-ci la responsabilité du directeur qui est engagée. Donc, Jimmy, j'ai 2 questions oui. Un peu plus pratiques. Donc, comment est-ce que vous pensez présenter ça aux patients? Parce que moi, personnellement, je me mets à la place du patient. Si on me dit on va faire un geste invasif, ce sera un infirmier plutôt qu'un médecin. Oui, c'est sûr, c'est une bonne question. Après, tu sais, par exemple, quand moi je vais chez l'ophtalmo, il m'envoie direct chez l'orthoptiste, il me demande jamais si l'ophtalmo, après je lui fais confiance, il me fait. Donc nous, on fait la démarche d'informer le patient. Après, il sera dans des conditions rassurantes. D'accord, donc vous expliquez, vous dites pas que, enfin, vous lui expliquez pas qu'il a le choix, vous dites que ce sera fait par un infirmier, vous présentez les choses comme ça. On dit que c'est dans notre centre, ça se fait comme ça, ça se fera sous ce biais-là. Après, si le patient refuse, il a la possibilité d'accepter, de refuser. Donc il est libre de refuser. D'accord. Et ma deuxième question portait plus sur le fait que vous êtes en consultation, donc un petit peu isolé. Effectivement, c'est un peu délicat de tout faire tout seul, de tout mettre sur le champ à l'avance. Moi, je sais que nous, jusqu'à présent, on assiste le médecin. S'il a besoin d'un truc, si pour fermer, ça saigne un peu, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'être isolé comme ça. Si tu as besoin d'un truc, tu es obligé de te déstériliser. Ouais, ça demandera, je pense, une grosse organisation en amont, c'est sûr. Mais normalement, moi, je pense que c'est jouable. Après, il y a les infirmières au consulte qui sont pas loin. Oui, c'est ça. Mais pour avoir réfléchi à la question, puisqu'on veut faire la même chose, c'est sûr que cet aspect-là, je pense que quand on débute, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment tout anticiper, il faut avoir les réflexes. Là, c'est intéressant ce que tu dis parce que là où les slides ont bugué, il y avait l'exemple au Royaume-Uni de leur schéma d'implantation. Et eux, en fait, ils sont partis sur un schéma à 2 nurses au consulte. Donc en fait, il y en a une qui fait toute la partie administrative, l'accueil du patient, et ensuite l'autre fait l'implantation, et ensuite le patient retourne voir la première. Donc il y a des schémas différents entre le Royaume-Uni et l'Irlande, par exemple, mais peut-être que dans quelques mois, il faudra qu'on revienne vers... La difficulté, si tu veux, c'est que nous, pour valider ce projet, on a dû le valider sans créer de demande au niveau du personnel, de RH. Donc si on avait demandé 2 infirmières pour pouvoir faire... C'est compliqué, c'est sûr. Ça passait pas, mais peut-être que c'est sous-évalué, c'est possible. On verra comment ça se passe. Alors, juste une question. La fréquence à laquelle tu vois les patients, quelle est-elle? Et la file active que tu as actuellement, depuis que tu as commencé? Alors, on n'a pas commencé, on n'a pas commencé l'implantation.
On est parti, nous, sur une file de 100-150 patients par an, donc, et 2 collègues à être formés. Donc ça ferait une demi-journée par semaine aux consultations, où on verrait 5-6 patients sur cette demi-journée. Jimmy, on doit quand même déclarer le protocole local à l'ARS. Est-ce qu'ils peuvent mettre un veto d'emblée? Non, en fait, ce qui est bien précisé, c'est que le directeur valide ce protocole et ensuite il le transmet à l'ARS à titre informatif. Donc l'ARS n'a pas la possibilité d'interrompre le protocole à ce moment-là. L'ARS va pouvoir l'interrompre si les remontées qui sont normalement créées dans les suivis post-protocole, s'il y a trop de remontées faites par le directeur, là l'ARS est en mesure d'arrêter le protocole. Mais c'est vraiment la nouveauté du local, c'est que le directeur de l'établissement, dès la mesure où il valide le protocole, l'ARS, ils n'ont plus rien à dire sur le protocole. C'est un bon moyen de faire transformer après un protocole national. Oui, c'est ça. Exactement, c'est notre souhait avec l'HEGP, c'est ça. Il faut savoir aussi que la HAS est tout à fait ouverte. On peut aller sur le site de l'HAS et poser des questions, les retransférer automatiquement. Ils peuvent donner de très très bons conseils sur le protocole de coopération. Oui, ils font également, il y a au niveau régional, il y a l'ARS également qui fait des topos sur le protocole local, donc ça commence à évoluer un petit peu. On va être obligé de conclure la session. Merci. Désolée, c'était très bien. Merci à vous 3 pour cette présentation.